Bonjour, je m'appelle Vincent Vialard, je suis avocat fiscaliste. J'ai créé mon cabinet indépendant dédié à la fiscalité après avoir été formé dans plusieurs cabinets internationaux comme Clifford Chance, Francis Lefebvre, Darrois ou encore PwC. Aujourd'hui, j'ai une activité de fiscalité qui est tournée aussi bien vers la fiscalité des entreprises que des particuliers en conseil avec une dominante en fiscalité immobilière. J'assiste également mes clients dans le cadre de contrôles et contentieux fiscaux. Dans le cadre de mon activité, j'assiste aussi les créateurs d'entreprises dans la création de leurs projets, en cours de vie sociale ou également dans le cadre d'opérations plus exceptionnelles comme les fusions, les apports partiels d'actifs ou encore les cessions de leur activité. Alors, la première décision fiscale stratégique de l'entrepreneur, c'est de choisir son régime d'imposition entre l'IR d'une part et l'IS d'autre part. Donc, soit l'entreprise est à l'IR, impôt sur le revenu, c'est le cas par exemple de l'entrepreneur individuel ou de l'URL, soit l'entreprise est un impôt sur les sociétés, IS, c'est notamment le cas de la SAS ou de la SARL. Alors, quelles sont les différences principales entre IR et IS? Tout d'abord, lorsque la société est soumise à l'IS, c'est la personne morale qui est redevable de l'impôt sur les bénéfices. Le taux d'imposition à l'IS est en principe de 26,5%, mais il est de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices, sous réserve que le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à 7 630 000 € de chiffre d'affaires annuel. Il faut savoir que dans le cadre d'une société soumise à l'IS, il y a une double imposition puisque l'impôt est payé une première fois au niveau de la société, au titre de l'impôt sur les sociétés, mais en cas de distribution du bénéfice, ce qu'on appelle les dividendes, ces dividendes seront imposés une seconde fois entre les mains des associés à l'impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, l'imposition est de 30%, sauf option pour le barème progressif. Donc il faut prendre en compte cet élément dans le choix de l'IS, sachant que l'entrepreneur peut très bien décider de ne pas se distribuer de bénéfices et de mettre ces bénéfices en réserve. L'autre régime d'imposition, c'est l'IR, et là la différence par rapport à l'IS, c'est que c'est l'entrepreneur, c'est-à-dire vous, qui allez régler directement l'impôt sur les bénéfices à l'État. Et donc là, votre taux d'imposition sera le taux d'imposition du barème progressif de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que votre taux d'imposition dépendra de vos autres revenus, et plus vos revenus seront importants, plus la proportion d'impôt que vous allez payer sera importante par rapport à vos revenus. Et avec il faut savoir qu'il y a une tranche marginale d'imposition qui peut aller jusqu'à 45% au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc voici pour les éléments principaux, mais lorsque vous êtes entrepreneur individuel et que vous avez choisi l'IR, il y a encore un autre choix à faire, qui est celui de la méthode de détermination de votre bénéfice, puisque vous avez le choix, lorsque vous êtes à l'IR, entre la micro-entreprise et le régime réel. Donc la micro-entreprise, tout d'abord, c'est un régime qui est accessible lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas certains seuils. Ces seuils-là, ils dépendent de votre activité. Lorsque vous êtes dans le cadre de la micro-entreprise, votre bénéfice est déterminé en appliquant un abattement sur votre chiffre d'affaires. Donc cet abattement, il est de 70%, 50% ou encore 34%. Là, ça va dépendre de la nature de votre activité. Le point fort de ce régime de la micro-entreprise, c'est que vous avez une certaine simplicité administrative et comptable que vous ne retrouvez pas forcément dans le régime réel. Un autre des points forts du régime de la micro-entreprise, c'est que vous avez la possibilité d'opter pour un régime qu'on appelle le versement libératoire. C'est un régime qui est applicable lorsque votre revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas certains seuils. Et dans ce cas-là, votre impôt sur le revenu va consister en un taux qui est entre 1% et 2,2%, et qui va se substituer à l'impôt sur le revenu classique. On va appliquer ce pourcentage-là à votre chiffre d'affaires, et c'est ça qui va servir à payer votre impôt. Vous allez payer cet impôt de manière mensuelle, en même temps que vos cotisations sociales,
et ça peut être parfois plus intéressant que l'impôt sur le revenu classique. Alors l'autre possibilité, c'est le régime réel. Le régime réel, ça consiste à déterminer votre bénéfice en appliquant les règles de comptabilité qui sont propres à votre activité. Donc autrement dit, vous allez déterminer votre bénéfice en prenant en compte l'ensemble de vos dépenses engagées, et notamment des cotisations sociales que vous avez payées, et aussi des amortissements comptables qui ont été pratiqués sur vos immobilisations qui sont inscrites à l'actif. Et ça va avoir pour effet de réduire votre bénéfice comptable et donc votre bénéfice fiscal, et au final ça aura éventuellement pour effet de réduire votre imposition. Donc c'est un régime qui est parfois plus avantageux. Dans certains cas, il faut faire le calcul. Le choix du mode d'imposition, IR ou IS, va dépendre de plusieurs facteurs, mais ça va dépendre notamment de votre business plan et donc de votre prévisionnel de chiffre d'affaires, ainsi que des investissements que l'entrepreneur envisage de réaliser. Donc je vous conseille d'étudier votre propre situation afin de déterminer quel est le meilleur régime pour vous. En cas de doute, faites appel à un avocat fiscaliste qui saura vous orienter vers le régime le plus adapté à votre projet. En plus de l'impôt sur les bénéfices, les entreprises sont essentiellement soumises à deux autres impositions principales, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée d'une part, et la CET, contribution économique territoriale d'autre part. Alors la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Sa particularité, c'est que vous, entrepreneur, vous allez jouer le rôle de collecteur d'impôts pour reverser la TVA à l'État, c'est-à-dire que concrètement, vous allez facturer de la TVA à vos clients au taux de 20%, qui est le taux normal de la TVA, ou au taux réduit de 10 ou 5,5% selon la nature de votre activité. Et vous allez ensuite reverser cette TVA au trésor public après déduction de la TVA que vous aurez vous-même payée en amont sur vos dépenses. Donc au final, c'est un impôt qui est supporté non pas par les entreprises qui concourent à la production des biens ou des services, mais par le consommateur final. Pour les petites entreprises, il existe un régime particulier qu'on appelle le régime de la franchise en base de TVA. C'est un régime qui est accessible à certaines entreprises sous réserve de respecter des conditions de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il dépend de la nature de votre activité. Et là encore, je vous invite à aller regarder ces seuils. Et la particularité de ce régime, c'est que vous n'allez pas facturer de TVA à vos clients. En revanche, en contrepartie, vous n'allez pas déduire de TVA sur vos dépenses. Alors il faut savoir que votre régime de TVA n'est pas forcément calqué sur votre régime d'imposition sur les bénéfices. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dissocier les deux. Vous pouvez très bien être au régime de la micro-entreprise et au régime réel de TVA. Vous n'êtes pas obligé de rester au régime de la franchise en base de TVA, même si vous êtes dans les seuils. Vous pouvez donc dissocier les deux. Enfin, que vous soyez au régime réel de TVA ou au régime de la franchise en base de TVA, je vous invite à avoir une attention particulière sur les mentions obligatoires qui doivent figurer sur vos factures, sachant que ces mentions obligatoires sont différentes selon les situations. Alors l'autre impôt auquel les entreprises sont essentiellement soumises, eh bien c'est la CET, contribution économique territoriale. La CET, c'est un impôt local qui remplace depuis 2010 la taxe professionnelle et dont le but est de financer les collectivités locales. Une des particularités de cet impôt, c'est qu'il ne va s'appliquer que l'année qui suit la création de votre activité. Donc concrètement, la première année, vous n'allez pas être redevable de la CET pour la période qui court entre la date de création de votre activité et le 31 décembre de cette même année. La CET, elle est composée de deux éléments, de deux impositions différentes. Vous avez la CFE, cotisation foncière des entreprises d'une part, et la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'autre part. La CFE,
c'est un impôt qui est assis sur la valeur locative des bureaux, des locaux, des terrains qui sont mis à disposition de l'entreprise, que l'entreprise en soit propriétaire ou non d'ailleurs. C'est un impôt qui va consister à appliquer à cette valeur locative un taux qui est fixé chaque année par les collectivités locales concernées. Un des éléments à savoir, c'est que lorsque la valeur locative est très faible, votre cotisation foncière sera déterminée avec une cotisation forfaitaire minimum qui est déterminée sur la base d'un montant lui-même fixé chaque année par délibération de la commune. L'autre composante de la CET, c'est la CVAE. La CVAE, pour résumer, c'est un impôt qui ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. Et ça va consister à appliquer un taux à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année. Tout d'abord, il faut rappeler que le projet entrepreneurial ne doit jamais être guidé par des considérations exclusivement fiscales. C'est-à-dire que c'est la fiscalité qui doit s'adapter au projet et non pas le projet qui doit s'adapter aux règles fiscales. Ceci étant dit, il est possible et même souhaitable d'améliorer sa situation fiscale. Donc, sans être exhaustif, voici quelques pistes d'optimisation qui pourraient être utiles aux entrepreneurs. Alors tout d'abord, une première manière d'optimiser sa situation fiscale, c'est de faire les bons choix. Faire les bons choix, c'est notamment choisir le bon régime d'imposition, le régime d'imposition le plus adapté entre IR et IS. Alors lorsque l'entrepreneur anticipe un bénéfice annuel très important, le recours à l'impôt sur les sociétés sera le plus souvent plus intéressant que l'IR lorsque le taux moyen d'imposition à l'IR est supérieur au taux de l'impôt sur les sociétés. Et ça se comprend aisément lorsqu'on sait que le taux maximum de l'impôt sur le revenu, lorsqu'on applique le barème progressif, il est de 45% et qu'il y a même une taxe additionnelle applicable sur les très hauts revenus. Donc, pour résumer, l'impôt sur les sociétés, c'est parfois une bonne manière de maîtriser son impôt sur les bénéfices. En revanche, lorsque l'on est dans une situation déficitaire, le recours à l'IR peut, dans ce cas, apparaître plus favorable lorsque vous êtes en situation déficitaire, parce que vous allez pouvoir imputer le déficit sur les revenus sur le revenu global de l'exploitant. Et ça, dans certains cas, ça peut être plus avantageux que l'IS. Alors, une autre manière d'optimiser son impôt, c'est le recours à une holding. Une holding, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez décidé d'exploiter votre activité dans le cadre d'une société soumise à l'IS, vous allez faire détenir cette société opérationnelle par une société holding dont l'objet est justement de détenir les titres de la société opérationnelle. Plusieurs avantages à ce montage-là. Le premier, c'est que vous allez pouvoir bénéficier du régime mère-fille. Ce qui veut dire qu'en fait, les dividendes qui vont être versés à la holding vont être exonérés d'impôts, sauf une quote-part pour frais et charges de 5% qui va être imposable à l'impôt sur les sociétés. Et donc, ce régime mère-fille va vous permettre, au niveau de la holding, de vous constituer une trésorerie importante, quasiment en franchise d'impôt, et vous allez pouvoir utiliser cette trésorerie pour réinvestir, alors soit en créant une nouvelle filiale, soit en rachetant une autre entreprise, ou même vous allez pouvoir utiliser cette holding à des fins patrimoniales, et vous allez donc pouvoir éventuellement vous constituer un patrimoine immobilier grâce à cette holding. Une autre manière aussi d'utiliser cette holding, c'est l'anticipation de la cession de votre société. Puisque lorsque vous vendez votre société, l'impôt sur la plus-value n'est pas le même si vous détenez votre société en direct ou si vous détenez votre société via une holding. Lorsque vous détenez votre société en direct, l'impôt sur la plus-value, il est de 30%, sauf éventuellement option pour le barème progressif. Alors que si vous avez placé cette société opérationnelle sous une holding, la plus-value sera dans ce cas-là imposée
uniquement à hauteur de 12% de la plus-value, et c'est ces 12%-là qui seront imposés à l'IS, qui fait une imposition globale sur la plus-value d'environ 3%, un peu plus de 3%. Donc on a d'un côté 30% d'imposition en cas de détention directe, de l'autre côté 3% en cas d'imposition, en cas de vente via la holding. La holding aussi, il faut savoir que c'est un outil très intéressant, aussi bien d'un point de vue juridique que fiscal, pour la transmission des titres d'une société aux enfants du dirigeant. Alors une autre piste d'optimisation, c'est l'optimisation des charges. Alors optimiser ces charges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut notamment être le fait de faire prendre en charge par la société un maximum de dépenses engagées par le dirigeant dans le cadre de la société. Alors attention, une réserve toutefois, c'est que toutes ces dépenses, pour être déductibles, doivent avoir été engagées dans l'intérêt de la société. Donc l'administration fiscale pourra remettre en cause la déductibilité de toutes les dépenses qui ne sont pas justifiées dans leur principe ou alors qui sont excessives dans leur montant. Alors, une autre possibilité d'optimisation plus anecdotique, c'est l'implantation de votre société dans certaines zones spécifiques. On peut citer notamment les zones de revitalisation rurale ou encore les zones dites prioritaires. Le fait de s'implanter dans certaines zones va en fait vous permettre de bénéficier de certains allégements fiscaux ou exonérations fiscales. Quoi qu'il en soit, un conseil d'ordre général est de ne jamais faire prévaloir l'opportunité fiscale d'une opération sur la rationalité économique de votre projet.